Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour. Tout va bien? Ça va. Patronne de l'IFRAP toujours, on ne change pas? Ça ne change pas. Tant mieux, tant mieux. On parle du premier budget de la Sécu sous l'ère Macron qui a été voté hier à l'Assemblée nationale, avec un déficit de la Sécu, si j'ai bien compris, qui devrait se réduire à 2 milliards d'euros. On peut dire que l'équilibre, enfin, est à portée de main, ou tout ça n'est que conjoncturel. On peut quand même dire que les comptes se redressent, assurément. Alors oui, les comptes se redressent. Après, on est sur un budget, donc on n'est pas totalement sûr de ce qui va se passer. On est sur la maladie, par exemple, on est à moins 0,8, c'est-à-dire 800 millions d'euros de déficit. Ça n'a jamais été aussi bas. Alors qu'on était à 4 milliards, 4 milliards 1 même en 2017. Sur la vieillesse, on affiche un excédent de 200 millions d'euros, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait. Enfin, il ne faut pas le prendre uniquement comme ça, parce qu'on a aussi le Fonds de solidarité vieillesse qui a plus de 3 milliards 4 de déficit. Donc au total, on est quand même à 2 milliards 2 de déficit sur la totalité. C'est au plus bas depuis... c'est au plus bas, oui, c'est au plus bas. Mais après, la question c'est est-ce qu'on va réussir à faire les économies sur la maladie qu'on attend? 4 milliards d'euros d'économies sur la tendance, la hausse tendancielle des dépenses de santé. Qui va faire des efforts, déjà en termes de fiscalité? Justement, c'est ça qui est compliqué. C'est que on voit bien qu'on est beaucoup sur le périmètre de l'ONDAM, c'est-à-dire la norme de dépenses d'assurance maladie, où on dit finalement on va évoluer moins vite que la tendance et c'est comme ça qu'on va réaliser des économies. Mais les économies vraiment évaluées, sonnantes et trébuchantes, pour l'instant, on ne voit pas très bien d'où elles viennent exactement. Alors, en même temps, il n'y a pas besoin parce qu'encore une fois, on arrive à 2 milliards d'euros de déficit. Oui, mais c'est justement en espérant des économies réelles. C'est sur le médicament, c'est sur la réorganisation hospitalière. Enfin, donc ça demande quand même des mesures assez fortes. Et aujourd'hui, ces mesures assez fortes, on ne les a pas tellement dans le projet de loi de finances. Donc il y a un affichage de dire voilà, on va faire les économies sur le médicament, mais on ne dit pas comment, c'est ça? Alors, on dit pas assez comment, on ne dit pas comment on réorganise. Nous, on vient de sortir justement une étude sur la dépense de protection sociale et sur les coûts de gestion de la protection sociale. On est à 42 milliards de coûts de gestion de la protection sociale. C'est gigantesque. Sur l'assurance maladie, on arrive à 16 milliards, assurance maladie et complémentaire santé. Sur les retraites, on est de l'ordre de 6 milliards. On est sur des coûts qui sont beaucoup plus importants que dans les autres pays. On pourrait économiser énormément sur ces coûts de gestion de la protection sociale. Et pour l'instant, le gouvernement ne nous dit pas qu'il va réorganiser tout ça. Donc, on est encore un peu sur des mesures correctrices d'économie qui ne sont pas des vraies économies. En même temps, la croissance revient, donc les recettes reviennent. On sait que tous ces comptes publics sont très sensibles à la conjoncture qui est meilleure. Le gouvernement compte beaucoup là-dessus. Mais alors, ça peut marcher en 2018, mais par exemple, sur la vieillesse, la question des retraites, c'est pas du tout sûr que ça marche jusqu'en 2022. C'est-à-dire qu'on sait que là, on est plutôt sur un plateau. Le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites dit clairement que jusqu'à horizon 2020, il y a un problème de financement autour de 2-3 milliards d'euros, que c'est gérable sur les retraites. 2-3 milliards d'euros, mais à l'horizon 2022, on serait à plus. On ne sait pas exactement combien. Alors, est-ce que ce sera 6, est-ce que ce serait 7 mais ça reste gérable. L'autre élément, c'est qu'il faut bien se dire que dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour 2018, et comme dans tous les projets de loi de financement de la sécurité sociale, on n'a pas non plus toute la protection sociale. Parce que, par exemple, les retraites des agents publics de l'État ne sont pas dedans. Les retraites des agents publics des collectivités locales et des hôpitaux non plus. Les retraites des régimes spéciaux d'agents, par exemple, de la SNCF ne sont pas dedans. Et si on additionne les déficits de tous ces régimes-là, rien que sur la retraite, on est de l'ordre de 15-18 milliards de déficits qui sont pas affichés. C'est plus les mêmes sommes, là. Ah oui, c'est plus les mêmes sommes. Et si on imagine que dans ce quinquennat, puisque c'était ça le programme d'Emmanuel Macron pendant la présidentielle, on va converger tous les régimes, à un moment, ces déficits, ils vont réapparaître aussi. Il faudra bien les financer. Et puis, l'autre élément, c'est que c'est vrai que sur les retraites, on sait très bien qu'il y a un problème démographique. Tout ça, on ne va pas y revenir, une espérance de vie qui s'allonge, etc. Donc, soit on arrive dans les prochaines années, avant 2022, à repousser l'âge de départ petit à petit, ça ne se fait pas une fois, mais là... C'est pas au programme, ça ne va pas échapper, c'est pas au programme... C'est pas au programme, mais
ce sera vraisemblablement inéluctable. Pourquoi? Parce que tous les pays le font, parce que nous, on sait très bien que c'est 2 à 3 milliards, peut-être 4 d'économies qu'on pourrait gagner tous les ans en faisant, encore une fois, en repoussant l'âge de départ. Le rapport dit qu'il n'y a pas urgence à faire tout ça, que les problèmes de financement sont gérables à horizon 5 ans. Vous avez vu que les rapports du corps, le rapport du comité de suivi des retraites ne sont pas toujours complètement alignés les uns par rapport aux autres, qu'on a des scénarios qui sont tout à fait différents en fonction du taux de croissance, en fonction du taux de chômage, etc. Et qu'il vaut mieux être un peu conservateur aussi sur ces questionnements, parce qu'à un moment, si on retombe dans des déficits qui sont, je ne sais pas, à 7 ou 8 milliards d'euros, ça devient très problématique. Donc il vaut mieux arriver à un équilibre. C'est d'ailleurs la règle qu'on devrait avoir sur les comptes, par exemple sur les comptes des collectivités locales. Vous savez qu'on ne peut pas créer de dette, de déficit hors investissement. Pourquoi est-ce que sur les comptes sociaux, on continue à avoir des possibilités de déficit? Alors la question se posera aussi sur un autre sujet qui est pas en l'occurrence discuté ici, mais sur le chômage. On est autour de 4 milliards de déficit aussi. Si l'État reprend la main, il faudrait absolument avoir une règle d'équilibre des comptes. Il n'y a pas de raison que les générations futures payent. Mais en dehors d'une réorganisation très importante du système de protection sociale, ce qu'on propose nous dans notre étude à la Fondation IFRAP en disant voilà, il faut revoir la gestion de l'assurance maladie, pas simplement raboter sur le médicament, etc., mais se poser la question de l'assurantiel. Pourquoi est-ce qu'on dépense de l'ordre de 5 à 6 milliards de plus rien que pour rembourser les soins? Ça c'est quelque chose qui permettrait, sans baisser du tout la qualité des soins, de vraiment baisser le coût global du système. Là, il y a des solutions. Les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse les ont mises en place. C'est concurrence des caisses au premier euro. Alors, et ça permet énormément d'économies. Autre sujet, autre passe d'armes, parce que c'était beaucoup discuté pendant ce projet de loi de financement de la sécurité sociale 2018. Là où ça a beaucoup discuté, c'est la hausse de la CSG, 1,7 points. En contrepartie, évidemment, on le rappelle, d'une baisse des cotisations salariales de 3,15 points. Est-ce que, au final, faire bouger une telle masse fiscale, c'est comme 20 milliards d'euros qu'on déplace comme ça des retraités vers les actifs, est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Parce que au global, le net c'est zéro en termes de macro, vu que l'un compense l'autre. C'est un transfert des retraités vers les actifs. C'est ce qu'on peut appeler un jeu de bonne taux. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement, il faut revenir aux origines, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de cette mesure-là? Pour se distinguer aussi dans la campagne présidentielle. Parce que la droite proposait quoi? Elle proposait de basculer les cotisations. Pas forcément d'ailleurs, pas forcément des cotisations salariales d'ailleurs, parce qu'on a un problème aussi d'équilibre entre cotisations employeurs et salariés en France. C'est 75% d'un côté des cotisations pour l'employeur et 25% pour le salarié. Si on voulait quelque chose de plus intelligent sur le long terme... Il y a déjà eu pas de responsabilité, le CICE qui a été fait aussi. Mais bon, on rentre pas dans le débat. Mais franchement, on reste sur un déséquilibre important. En Allemagne, par exemple, vous mettez 1 euro de cotisation pour le chômage du côté employeur, il y a 1 euro du côté salarié. C'est très équilibré. Nous, on est à 4% et 2,4%. Alors là, on va passer sur la CSG, mais vous voyez bien qu'on a toujours ce différentiel. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la CSG? Je reprends mon fil. Parce qu'ils ne voulaient pas être sur la TVA, parce qu'on disait la TVA, c'est augmenter le poids pour les plus pauvres, parce que finalement, ils payent bref, c'est tout un débat qu'on fera pas, qu'on ne va pas refaire. Mais cette bascule, mais ce choix qui a été fait, en fait, économiquement, il n'aura pas d'impact sur la compétitivité, il aura très peu d'impact sur le pouvoir d'achat. C'est comme ça que ça nous est vendu, sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire finalement pour les salariés, le travail va payer, il y aura un 13e mois, nous avait dit le ministre Gérald Darmanin. Oui, bon, en fait, on est quand même sur un jeu de bonne taux de l'un à l'autre qui ne va pas avoir un effet très très important. La question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'il faut maintenant redonner du pouvoir d'achat alors que chaque fois qu'on donne du pouvoir d'achat, qu'est-ce qui se passe? On augmente les importations et alors que le sujet, ce serait quand même de rééquilibrer aussi notre balance commerciale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et nous, c'est ce qu'on avait proposé dans le cadre de la campagne, c'est plutôt axer toutes les baisses d'impôts en priorité sur les entreprises, notamment les taxes sur la production des entreprises. Donc c'est vrai qu'il n'y a rien qui a été fait sur les taxes. Qu'est-ce qu'on appelle taxe sur la production? C'est important. Les taxes sur la production, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée, par exemple, qui a remplacé en partie la taxe professionnelle. C'est les taxes transport que payent les entreprises. C'est gigantesque, c'est de l'ordre de 70 milliards de recettes annuelles, alors que l'impôt sur les sociétés, aujourd'hui, c'est même pas une trentaine de milliards et que dans les années prochaines... Et on ne parle que de l'impôt sur les sociétés et pas du tout sur cet impôt de haut de bilan, cette taxe de haut de bilan qui vient frapper la production. Alors, avant même de dégager le moindre centime de bénéfice. Avant même de dégager 1 euro de bénéfice.
bénéfices. Et c'est ça c'est un boulet pour les entreprises françaises, hein, c'est 70 milliards de plus que les Et il n'y a Allemands. rien dans le budget là, pour le coup. Ah non, il n'y a rien du tout parce qu'on a choisi des mesures, bon alors là c'est dans le PLFSS, hein, sur la CSG par rapport aux cotisations, mais ce sont des mesures en fait, des mesures politiques, ce ne sont pas des mesures qui auront, et c'est pareil pour la taxe d'habitation, ça n'aura pas un effet positif sur l'économie productive, etc. En revanche, tout ce qui est fiscalité du capital, là ça va avoir un effet positif. Alors justement, on passe maintenant au budget 2018, maintenant qu'on y voit beaucoup plus clair. Quels sont, encore une fois, les gagnants et les perdants? J'aimerais qu'on commence par les perdants, parce qu'il y a ce débat récurrent, on l'a eu ici, de dire que finalement, il y a ces classes moyennes supérieures en France qui gagnent, on dit, entre 3 000 et 5 000 euros, qui finalement vont payer la facture, qui ne seront pas des grandes bénéficiaires parce qu'elles sont finalement trop riches pour voir leur taxe d'habitation baisser, pour voir l'augmentation des minima sociaux s'appliquer à elles, et qu'elles sont trop pauvres pour pouvoir bénéficier de l'impôt sur la fortune immobilière, enfin du nouvel ISF ou de la flat tax. C'est vrai ou pas? Quelle est la réalité des chiffres? Sans aucun engagement partisan. Non, mais la réalité, d'abord, c'est que contrairement à tout ce qu'on a dit ces derniers temps, il n'y a pas on n'est pas dans une faveur très très importante pour les déciles 9 et 10, hein, qui sont les plus aisés, ceux qui gagnent le plus tous les mois, parce que quand on regarde tout ce qui s'est passé depuis l'arrivée de François Hollande au pouvoir, donc on était en 2012, entre 2011 et 2017, en comptant maintenant même les mesures de 2018, en comptant tout, hein, jusqu'à ce qui vient d'être voté au Parlement, qu'est-ce qui se passe? On voit que tous les déciles, finalement, tous les... Alors les déciles, c'est quand on découpe les Français en 10 tranches par rapport à leur salaire, c'est ça? Absolument. Tous sont plutôt gagnants, sauf les deux derniers. Hein. Un 9e décile, c'est au-delà de, je sais pas, 10 000 euros, j'imagine. Alors, les D10, par exemple, c'est au-delà de 3 500 euros par personne. Hein, je parlais d'un couple avec alors, en couple. Alors, sur le couple, on est plutôt autour de 7 000 sur le D10. Et puis, donc, les Français qui gagnent en couple plus de 7 000 euros par mois, ce sont eux qui quoi? Alors, c'est eux, avec le décile juste avant, qui ont encore une charge fiscale plus importante qu'en 2011. Hein. Nous, on a fait tous les calculs à la Fondation IFRAP, donc on voit que... Mais ça, c'est le rétroviseur, pardon Agnès. Non, mais d'accord, mais c'est important de le dire parce que, voilà. Ensuite, ceux qui, effectivement, n'ont pas investi dans l'économie productive, c'est-à-dire qui n'ont pas d'actions, qui n'ont pas entrepris, qui n'ont pas financé, capitalisé des PME, etc., ceux-là se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas moins d'impôts à payer, c'est sûr. Donc les grands perdants, que je comprenne bien, qu'on comprenne bien, les grands perdants du budget 2018 en matière de fiscalité, qui sont-ils? C'est évidemment ceux qui gagnent un peu plus de 3 000 euros par mois par personne et qui n'ont pas investi dans l'économie productive. Alors après, nous, ce qu'on propose à la Fondation IFRAP, c'est qu'on propose de dire, il faudrait un fléchage, c'est-à-dire que ceux qui sont dans cette situation-là, qui n'ont pas leur impôt qui baisse et qui pour autant se sont fait matraquer fiscalement pendant le dernier quinquennat, ils devraient pouvoir déduire de leur impôt sur le revenu tous les investissements en capital dans les PME. Et dans les TPE, absolument comme ça se fait. À hauteur de 1 million, je crois. À hauteur de 1 million pour un couple, à déductible à 30% de l'impôt sur le revenu à payer. Donc, que je comprenne bien, si on gagne plus de 3 000 euros par mois, donc en couple, ça fait 6 000 euros par mois, et qu'on n'a pas investi dans l'économie productive, ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas investi sur les marchés financiers? C'est ça? Mais non, mais si on n'a pas d'action, si on n'a pas investi dans une TPE ou une PME, si on n'est pas... On sera perdant en 2018? Alors, on sera moins gagnant que les autres? On est moins gagnant que les autres. Alors après, il y a une mesure qui peut être appliquée aussi et qui aurait tout son sens, c'est de revenir sur un quotient familial plus élevé. Hein. Ça permettrait aux ménages qui ont été très taxés ces derniers temps, hein, parce que par exemple, les mesures d'augmentation de l'impôt sur le revenu, ça a pesé sous le quinquennat de François Hollande, à 70% les augmentations ont été payées par le dernier décile, par exemple. Hein. Donc on est vraiment sur des ménages qui ont eu leur impôt qui a énormément augmenté. Donc les grands perdants, ce sont ces Français-là, on les a qualifiés, les retraités évidemment aussi? Alors les retraités, par rapport à la question de l'augmentation de la CSG. Compensé en partie par la taxe d'habitation, donc on dit qu'en fait quand on fait la compensation entre la baisse de la taxe d'habitation et la hausse de la CSG pour les retraités, finalement il n'y a que 2 ou 3 millions, ce qui est déjà énorme, de retraités qui pour le coup on n'est pas exactement dans le même timing, hein, parce que sur la taxe d'habitation ça va venir en 3 ans, la CSG, sur la CSG, bon voilà. Donc on n'est pas exactement sur
sur les mêmes curseurs non plus. La question aussi, c'est qui finance la protection sociale, hein. On en revient toujours à ce sujet-là, hein. C'est-à-dire que imaginer qu'on va pouvoir continuer d'augmenter les dépenses tout en se disant qu'on ne va pas augmenter les cotisations, c'est pas possible. Donc à un moment, il faut aussi baisser la dépense de protection sociale. Et ça, pour l'instant, même si on affiche pour 2018... Grâce à la conjoncture. Oui, mais bon, en réalité, on sait très bien que les dépenses d'assurance maladie, elles sont plutôt exponentielles dans les prochaines années. Et tous les autres pays qui ont réussi à freiner beaucoup plus que nous l'augmentation des dépenses d'assurance maladie, et ils ont pris des mesures beaucoup plus importantes, hein, et, bon, ils ont monitoré beaucoup plus les hôpitaux. Par exemple, il y a des questions de temps de travail, il y a des questions d'absentéisme, il y a des questions de fermeture de certains hôpitaux qu'il faudrait faire. Il y a la question de la répartition entre médecine de ville et hospitalier. Et la CSG, c'est un sujet qui est complètement corrélé à la question de l'assurance maladie, hein. On peut pas finalement les regarder l'un de manière séparée par rapport à l'autre. Et on sait que plus on a une population âgée, plus on a aussi des dépenses de dépendance, d'assurance maladie, d'affection de longue durée, etc., etc. On a parlé des grands perdants, mais quels sont les grands gagnants finis là-dessus, les grands gagnants justement de ce budget 2018? Les grands gagnants, la question c'est, on espère que ça va être l'emploi, le grand gagnant. Donc, non, mais sur les Français, encore une fois. Oui, mais sur les Français, c'est évidemment ceux qui investissent dans les entreprises. C'est le choix qu'a fait le gouvernement. Alors après, on peut critiquer par rapport à la question de conserver un impôt sur la fortune immobilière, parce que on a un immobilier qui est très taxé en France, hein. Quand on regarde en pourcentage de PIB, on est à 3,3, les Allemands sont à 0,8, ça fait un écart de 50 milliards d'euros par an. Donc on aurait pu supprimer la totalité de l'impôt sur la fortune. Mais surtout qu'on a supprimé quasiment les 3/4 déjà. Mais peut-être que le Conseil constitutionnel dira que cet IFI, hein, on a publié largement là-dessus. Vous avez un doute, vous pensez que pour le coup, le Conseil constitutionnel pourrait retoquer à la fois, certains disent, la suppression partielle de la taxe d'habitation et aussi l'impôt sur la fortune immobilière, au motif de, toujours pareil, de rupture de l'égalité devant l'impôt? Rupture de l'égalité, mais surtout aussi sur la question de l'impôt sur la fortune immobilière, le côté pas simple, c'est-à-dire extrêmement complexe, hein, quand vous avez de la détention indirecte d'immobilier via des actions dans des entreprises, parce que ces entreprises ont investi dans de l'immobilier qui n'est pas lié à l'objet social. Bon, alors ça devient extrêmement complexe et le Conseil constitutionnel pourrait dire, au moins sur ces questions de détention indirecte, voilà, enfin, on va voir, hein, c'est pas certain. Sur la taxe d'habitation, c'est pareil. Pourquoi est-ce que la taxe d'habitation serait encore plus concentrée, hein? Il y avait déjà beaucoup d'exonérations qui existaient. Elle rapporte 20 milliards, la suppression pour 80%, ça enlève 10 milliards d'euros, mais il reste encore 8 milliards d'euros les 20% sur les 20% qui restent vont payer les 10 milliards d'euros qui restent. Et puis, ça pose aussi la question de le financement des collectivités locales, qui est un sujet important. C'est pour ça qu'on a vu dernièrement Emmanuel Macron aller devant le Congrès des maires de France en disant, à terme, vraisemblablement, on sera plutôt sur une suppression totale, parce qu'ils anticipent aussi le fait qu'on déstabilise complètement. Et nous, on a fait pas mal de calculs là-dessus. À l'horizon 2022, la suppression de cette taxe d'habitation pour 80% des ménages, c'est plus de 7 milliards de déficit dans le déficit public à la fin du quinquennat. Donc là, on est sur quelque chose qui n'est pas finançable. Et on va certainement shifter sur autre chose. Il y aura sûrement un autre impôt qui sera créé, un impôt régional, un impôt local avec un taux qui serait décidé régionalement. Ce serait vraisemblablement une part arbitrable de l'impôt sur le revenu pour les ménages qui serait décidée au niveau local. Après, ça a du sens, mais la question aussi, c'est qu'on n'ait pas un impôt trop concentré toujours sur les mêmes foyers fiscaux, parce que après, c'est assez intenable. Il faut aussi un impôt avec une assiette qui est équilibrée, que ce soit l'impôt local ou que ce soit l'impôt national. Et ça, c'est un problème très français. C'est pour ça que nous avons proposé de réintégrer dans le net imposable de tous les Français les financements qui viennent de la solidarité, c'est-à-dire le RSA, l'AAH, enfin toutes les aides qui sont versées. Ça fera pas plaisir à tout le monde, ça, hein. Ah oui, mais c'est très important parce que c'est plus de 97 milliards d'euros par an. Pas sûr qu'Henri Stardignac, qui était là juste avant, soit d'accord avec ça. C'est pas sûr, parce que je pense que ça permettrait aussi une vraie cartographie des aides perçues, et que ça permettrait aussi de réorganiser tous les guichets qui s'occupent du social, le département, les caisses d'allocation familiale, les centres communaux d'action sociale, les centres intercommunaux d'action sociale, dont on a vu par exemple sur certains territoires, par exemple avec la métropole du Grand Lyon, que le centre intercommunal gère à 50% les mêmes dossiers que les centres communaux d'action sociale. Donc à un moment, peut-être qu'on peut avoir un système qui coûte moins cher, qui est plus intelligent, qui est mieux évalué,
Et ça passe aussi par un impôt qui est bien réparti, qui est juste. Et je pense qu'on a encore beaucoup à phosphorer sur ces questions. En tout cas, un bon point, c'est la baisse de la fiscalité sur le capital. On espère que ça permettra de flécher l'investissement vers la création d'emplois marchands. Voilà, on a bien phosphoré. Hélène Phosphoré, elle a raison. Agnès Verdier-Molinier, la directrice de l'IFRAP, qui était donc votre invitée aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci David.